Je l'ai épousée par pitié, et elle est toujours ingrate. » Ces mots sont sortis de la bouche de mon mari un dimanche soir, devant toute la famille. Toute la table a ri, même mon fils. À cet instant précis, j'ai compris que 50 ans de mariage peuvent s'effondrer en une seule phrase. Je m'appelle Colette Moreau, j'ai 75 ans. Ce soir-là, assise au bout de cette table en chêne massif, j'ai regardé l'homme que j'avais épousé en 1975 et j'ai vu un étranger qui venait de m'humilier devant mes propres enfants. Le rôti fumait encore dans le plat en porcelaine. Les verres en cristal, ceux de sa mère, brillaient sous le lustre. Nos 3 enfants étaient là. Ma belle-sœur Marguerite aussi. Les petits-enfants couraient entre les chaises. Une famille parfaite, une vie enviable. Mais sous ma chaise, dans mon sac en cuir noir, il y avait une enveloppe Kraft. À l'intérieur, les papiers du divorce, signés, datés, prêts. Depuis 3 mois, je préparais ma sortie en silence. 3 mois à vider les comptes joints. 3 mois à transférer la maison, l'appartement de Nice, les parts de l'entreprise, tout à mon nom. Philippe ne savait rien. Il racontait une blague sur le voisin, versait du vin, souriait comme un roi dans son château. Son château. Celui qu'il croyait être le sien. Puis, il s'est tourné vers moi. « Colette, tu ne manges rien? Encore en train de faire la tête ?» J'allais répondre poliment, comme toujours. Mais il a continué. « Vous savez, les enfants ?» Il a levé son verre, l'air amusé. « Votre mère a toujours été fragile, susceptible. » Un petit rire dans l'assemblée. Et puis il a dit ces mots. « Franchement, je l'ai épousée par pitié. Une fille sans dot, sans relation, sans avenir. » J'ai fait un geste charitable. Et elle est toujours ingrate. Ma belle-sœur a éclaté de rire. Julien, mon fils aîné, a ri aussi. Ma propre fille a baissé les yeux en souriant. Ils ont ri. Philippe a levé son verre plus haut. À la charité conjugale. Pendant une seconde, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mais ce n'était pas de la tristesse, c'était de la clarté. J'ai posé ma serviette, je me suis levé. Tous les regards se sont tournés vers moi. Philippe, ma voix était calme, posée. Tu as raison. Tu as fait un geste de charité il y a 50 ans. Il a froncé les sourcils, surpris. Ce soir, c'est moi qui vais t'en faire un. J'ai ouvert mon sac, sorti l'enveloppe Kraft. Je vais te libérer de cette femme ingrate. J'ai posé l'enveloppe devant lui. Les papiers du divorce. Tu n'as qu'à signer. Philippe a ri. Un rire nerveux, presque enfantin. Colette, arrête ton cinéma. Ce n'est pas du cinéma, Philippe. C'est la réalité. J'ai regardé mes enfants. Leur sourire s'était figé. Et puisque tu parles de charité, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai transféré tous les biens à mon nom. La maison, l'appartement de Nice, les parts de l'entreprise que j'ai financée avec l'héritage de mon père. Le visage de Philippe est passé du rouge au blanc. Quoi? Ce que j'aurais dû faire il y a 30 ans. Reprendre ce qui m'appartient. J'ai enfilé mon manteau. Mes mains ne tremblaient pas. Mon avocat sera là dans 10 minutes pour confirmer la procédure. Tu peux finir ton dîner. Mais tu le finiras dans Emma Maison. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Derrière moi, Philippe a crié mon nom. Julien s'est levé. « Maman, attends !» Mais je n'ai pas regardé en arrière, parce que parfois, on donne notre confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. J'ai ouvert la porte. L'air froid de novembre m'a frappé le visage. Et pour la première fois, en 50 ans, j'ai respiré. 10 minutes plus tard, Maître Blanchard est entré dans le salon avec sa mallette en cuir. Philippe riait encore, un rire nerveux, incrédule, jusqu'à ce que l'avocat ouvre les documents, jusqu'à ce qu'il lise les transferts de propriété, jusqu'à ce qu'il comprenne que la maison, l'entreprise, tout ne lui appartenait plus. Le rire s'est éteint. Et moi, debout dans l'entrée avec mon manteau boutonné, j'ai compris quelque chose. La pitié n'est pas de l'amour. Et la dignité ne se mendie pas. Elle se reprend. Vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivée là. Comment une femme peut rester 50 ans avec un homme qui la méprise. Laissez-moi vous ramener en arrière. Pas au dîner de dimanche dernier, mais à un autre dîner. Un soir de juin 1974. J'avais 24 ans. Philippe en avait 32. Nous nous étions rencontrés chez des amis communs dans un appartement haussmannien du 16e arrondissement. Il portait un costume 3 pièces gris anthracite. Moi, une robe bleu marine que j'avais cousue moi-même. Il était avocat, prometteur, élégant, cultivé. Moi, j'étais institutrice dans une petite école de Montmartre. Pas de fortune, pas de réseau. Juste une jeune femme qui aimait lire Colette et boire du thé à la bergamote sur son balcon le dimanche matin.
Philippe m'a regardé différemment des autres hommes ce soir-là. Pas comme une proie, comme une énigme. Il m'a posé des questions sur Proust, sur Camus. Il voulait connaître mon avis, mes pensées, pas juste mon sourire. J'ai cru que c'était de l'amour, peut-être que c'était de la curiosité. 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés dans l'église Saint-Germain-des-Prés. Ma mère pleurait dans son tailleur rose pâle. Mon père, ouvrier à la retraite, serrait la main de Philippe avec une fierté presque douloureuse. « Tu as bien choisi, ma fille », m'a-t-il murmuré. J'ai cru qu'il avait raison. Les premières années ont été douces. Nous avons emménagé dans une maison à Neuilly-sur-Seine. 3 étages, un jardin avec des rosiers blancs, une cuisine où le soleil entrait par la fenêtre tous les matins. Je me levais à 6 heures. Je préparais le café. Philippe descendait à 7 heures précises, les cheveux encore humides, l'odeur du savon de Marseille sur sa peau. Il lisait Le Figaro. Je tartinais les biscottes. Il me racontait ses affaires. Je l'écoutais. Parfois, il posait sa main sur la mienne et disait « Tu es ma tranquillité, Colette ». J'aimais ces mots. Je les ai aimés pendant des années. Julien est né en 1976, puis Sophie 2 ans après, puis Antoine en 1982. La maison s'est remplie de rires d'enfants, de cahiers d'école, de goûters au chocolat. Je me souviens des dimanches après-midi dans le jardin. Philippe lisait sous le cerisier. Les enfants couraient pieds nus dans l'herbe. Je cousais près de la fenêtre ouverte. Tout semblait juste, mais il y avait des choses, de petites choses. Philippe ne demandait jamais mon avis pour les décisions importantes. L'école des enfants, les vacances, les investissements. « Je m'en occupe, Colette, ne t'inquiète pas », il disait ça avec tendresse. Alors je n'ai rien dit. Quand je voulais reprendre l'enseignement après la naissance d'Antoine, il a froncé les sourcils. « Les enfants ont besoin de toi à la maison. » J'ai rangé mon diplôme dans un tiroir. Quand mon père est décédé en 1985 et qu'il m'a laissé un héritage, 150 000 francs, une petite fortune pour nous, Philippe a dit « Laisse-moi gérer ça. Je vais investir dans l'entreprise, pour notre avenir. » J'ai signé les papiers. J'ai toujours signé. Les années ont passé. Les enfants ont grandi. Philippe a réussi. L'entreprise de conseil juridique qu'il avait montée avec l'argent de mon père est devenue prospère. Nous avons acheté l'appartement à Nice, une Mercedes grise, des vacances en Grèce. De l'extérieur, nous étions le couple parfait. Mais à l'intérieur, j'avais commencé à disparaître. Philippe ne posait plus de questions sur Proust. Il ne posait plus de questions du tout. Il parlait, j'écoutais, il décidait, j'acquiesçais, il existait, je servais. Et moi, Colette Moreau, celle qui rêvait d'écrire, de voyager, d'enseigner, elle s'était effacée derrière Madame Philippe Moreau. Un soir, en 1995, je suis tombée sur une vieille photo dans un album. Moi, à 24 ans, sur ce balcon de Montmartre avec ma tasse de thé. Je souriais. J'avais l'air vivante. J'ai regardé cette photo longtemps. Puis, j'ai refermé l'album, parce que je ne voulais pas voir ce que j'étais devenue. Cette photo, je l'ai gardée dans mon sac pendant des années. Elle est encore là aujourd'hui. Parfois, je la regarde. Et je me demande, à quel moment exactement ai-je cessé d'être moi-même? À quel moment ai-je accepté de devenir invisible? La réponse est simple, petit à petit, jour après jour, silence après silence. On ne perd pas sa vie d'un coup, on la donne, par morceaux, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Il y a eu un moment précis où tout a basculé. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un samedi soir, en octobre 1998. Nous étions invités chez les Dufresne pour leur anniversaire de mariage. 30 personnes, champagne, canapé au saumon, conversation élégante dans leur salon parisien. J'avais mis ma robe bordeaux, celle que Philippe aimait bien, ou du moins celle qu'il avait aimée. Nous étions debout près de la cheminée. Monsieur Dufresne, notaire, racontait une anecdote sur un client excentrique. Tout le monde riait. J'ai fait une remarque, une simple observation sur le code civil. Parce que même si je n'exerçais plus, j'avais beaucoup lu. J'avais toujours lu. Monsieur Dufresne s'est tourné vers moi, intéressé. « Madame Moreau, vous avez raison. C'est exactement ça. » Il a souri. « Vous auriez fait une excellente avocate. » J'ai senti une petite chaleur dans ma poitrine, une fierté oubliée. Mais Philippe a posé sa main sur mon épaule. Pas tendrement, fermement. « Colette adore lire, » a-t-il dit avec un sourire. « Mais vous savez ce que c'est. Les femmes lisent beaucoup de romans. Elles confondent parfois la fiction avec la réalité. » Le groupe a ri, poliment. Monsieur Dufresne a hoché la tête, mal à l'aise. Et moi, j'ai souri, comme on m'avait appris à sourire.
Mais quelque chose s'est brisé à cet instant. Sur le chemin du retour, dans la voiture, je n'ai rien dit. Philippe conduisait en silence. Il tapotait le volant au rythme de la radio. « Tu es bien silencieuse », a-t-il fini par dire. Je réfléchissais. À quoi? À ce que tu as dit chez les Dufresne. Il a haussé les épaules. Quoi? C'était une blague, Colette. Tu es trop sensible. Ce n'était pas drôle. Il a soupiré. Ce soupir que je connaissais bien. Celui qui signifiait « tu exagères encore ». Écoute, tu as dit quelque chose d'intelligent. C'est bien, mais ne commence pas à jouer l'intellectuel devant mes associés. Ça fait prétentieux. Prétentieux? Oui, tu es institutrice, Colette, pas juriste. Il faut savoir rester à sa place. Rester à sa place. Ces mots sont restés suspendus dans l'air pendant tout le trajet. Je les ai avalés en silence. Ce soir-là, je suis montée dans la chambre avant Philippe. J'ai ouvert mon sac. Sorti la vieille photo de moi à 24 ans sur le balcon de Montmartre. Cette fille qui souriait, qui lisait, qui pensait. Je me suis regardée dans le miroir. 48 ans. Des rides au coin des yeux. Des cheveux grisonnants que je teignais tous les 2 mois. Mais ce n'était pas ça qui me faisait peur. C'était mon regard. Il était éteint. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Parce que cette nuit-là, dans cette chambre silencieuse, j'ai compris quelque chose d'effrayant. Je m'étais habituée à être petite. Philippe ne m'avait pas diminuée d'un coup. Il l'avait fait par petites touches, année après année. Une remarque ici, un soupir là, un sourire condescendant, un compliment empoisonné. Tu es mignonne quand tu essaies de comprendre les choses compliquées. Laisse les hommes discuter de ça, ma chérie. Tu es intelligente, pour une femme qui n'a jamais vraiment travaillé. Des phrases dites avec douceur, des coups donnés avec des mots en velours. Et moi, je les avais acceptés. Parce que j'aimais la paix, parce que je voulais être aimée, parce que j'avais peur de perdre cette vie confortable. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. J'étais de nouveau sur mon balcon de Montmartre, jeune, libre, avec ma tasse de thé à la bergamote, le soleil entrait par la fenêtre, les toits de Paris brillaient, et dans ce rêve, quelqu'un frappait à la porte. J'ouvrais. C'était moi, à 48 ans, avec mon regard éteint, ma robe bordeaux, mon sourire poli, et la jeune Colette me regardait avec une tristesse infinie. Elle ne disait rien. Mais je comprenais. Elle me demandait « Qu'est-ce que tu as fait de nous ?» Je me suis réveillée en sursaut. Philippe dormait à côté de moi, le dos tourné. J'ai regardé le plafond. Et pour la première fois en 24 ans de mariage, je me suis posé une question que je m'étais toujours interdit de penser. Est-ce que je suis heureuse? La réponse est venue immédiatement. Non, je ne l'étais pas. Je ne l'avais jamais été. J'avais été confortable. J'avais été en sécurité. Mais heureuse? Non. Et cette nuit-là, dans le silence de cette chambre, une petite graine a germé dans mon cœur. Une graine de lucidité. Elle allait mettre des années à pousser. Mais elle était là. Après cette nuit-là, j'aurais dû parler. J'aurais dû dire à Philippe ce que je ressentais. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai eu peur. Peur de quoi? Je ne sais pas exactement. Peur du conflit. Peur de perdre ce que j'avais. Peur de découvrir que mon mariage n'était qu'une illusion. Alors j'ai fait ce que j'avais toujours fait. Je me suis tue, les mois ont passé, puis les années. Et petit à petit, je suis devenue une experte en silence. Philippe rentrait tard, je ne disais rien. Philippe oubliait mon anniversaire, je souriais et disais « ce n'est pas grave ». Philippe m'interrompait devant nos amis, je baissais les yeux. Philippe prenait des décisions sans me consulter, j'acquiesçais. Tu as raison, Philippe. Comme tu veux, Philippe. Tu sais mieux que moi, Philippe. Ces phrases sont devenues ma langue maternelle. Un jour, en 2003, j'ai voulu reprendre des cours à la Sorbonne, des cours de littérature, juste pour moi. Les enfants étaient grands. Julien avait 27 ans, Sophie, 25, Antoine, 21. Je n'avais plus d'excuses. J'ai montré le programme à Philippe pendant le dîner. Regarde, c'est un certificat en littérature française. 2 soirs par semaine. Il a à peine levé les yeux de son assiette. À ton âge? J'ai 53 ans, Philippe, pas 90. Je sais, mais il a coupé un morceau de viande. À quoi ça sert? Tu ne vas pas travailler. Ce n'est pas pour travailler. C'est pour moi. Justement, il a souri. Tu as déjà tant de choses pour toi. La maison, le jardin, les petits-enfants. Pourquoi te compliquer la vie? J'ai regardé le programme dans mes mains. Tu as raison. J'ai rangé le papier dans un tiroir. Je ne l'ai jamais ressorti. Les humiliations sont devenues plus fréquentes, plus subtiles aussi. Un dimanche, nous déjeunions chez Sophie et son mari, Thomas.
Leur petite fille, Emma, avait 2 ans. Elle courait partout avec son doudou rose. Sophie nous servait du gigot. Thomas parlait de son nouveau poste à la banque. Philippe était fier. Il aimait dire que son gendre travaillait dans la finance. À un moment, Sophie m'a demandé « Maman, tu peux surveiller Emma? Je vais chercher le dessert. » « Bien sûr, ma chérie. » Emma jouait avec ses cubes. Je me suis assise près d'elle sur le tapis. Je lui ai montré comment construire une tour. Philippe a ri. « Regarde-la. À 55 ans, elle joue encore à la poupée. » Sophie a souri. Un sourire gêné. « Papa? Quoi? C'est mignon. » Colette a toujours eu l'esprit d'une enfant. C'est ce qui la rend si... simple, simple. Ce mot a résonné dans ma tête pendant des jours. Simple. Pas profonde. Pas intelligente. Pas intéressante. Simple. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en me taisant toutes ces années. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Parce que le silence, voyez-vous, c'est comme une dette. On croit qu'on gagne la paix, mais en réalité, on accumule une rage silencieuse. Et un jour, cette rage explose. Ou pire, elle vous consume de l'intérieur. En 2008, j'ai eu un petit problème de santé. Rien de grave. Une petite masse au sein. Le médecin voulait faire une biopsie. J'avais peur. J'en ai parlé à Philippe un soir, dans le lit. J'ai rendez-vous mardi pour la biopsie. Il lisait un dossier. Il n'a pas levé les yeux. Mardi, je ne peux pas t'accompagner. J'ai un rendez-vous important. D'accord, je peux y aller seule. Appelle Sophie. Elle est libre, non? Oui, je vais l'appeler. Silence. Puis Philippe a refermé son dossier. Il a éteint la lumière. Bonne nuit. Je suis restée dans le noir, les yeux ouverts, et j'ai compris quelque chose de terrible. Philippe ne m'aimait pas. Peut-être qu'il ne m'avait jamais aimée. Pas vraiment. J'étais une fonction, une présence, une ombre confortable, mais je n'étais pas une femme qu'il aimait. J'ai appelé Sophie le lendemain. Elle est venue avec moi à l'hôpital. Elle a tenu ma main pendant la biopsie. Papa n'a pas pu venir? Il avait un rendez-vous. Ah, elle n'a rien ajouté. Mais dans son silence, j'ai senti quelque chose. Une gêne, une tristesse, comme si elle aussi savait. La biopsie était bénigne, rien de grave. Philippe a dit « Ah, tant mieux ». Et il a continué à manger son dîner. Ce soir-là, j'ai ressorti la photo. Moi, à 24 ans, sur mon balcon, avec ma tasse de thé. Cette fille souriante qui croyait à l'amour. Je l'ai regardée longtemps. Et je lui ai murmuré « Pardonne-moi ». Les années 2010 sont passées. Philippe passait de plus en plus de temps au bureau, ou soi-disant au bureau. Je ne posais pas de questions. Il rentrait tard, sentait parfois un parfum qui n'était pas le mien. Je ne disais rien, parce que j'avais appris que les femmes qui posent trop de questions deviennent des femmes insupportables. J'avais appris que les épouses qui exigent de l'attention deviennent des épouses étouffantes. J'avais appris qu'il valait mieux être invisible que dérangeante. Alors je me suis faite encore plus petite, encore plus silencieuse, encore plus simple. Mais une chose étrange s'est produite. Plus je me taisais, plus je voyais les mensonges, je voyais les absences, je voyais les regards fuyants, je voyais tout. Et dans ce silence forcé, une lucidité douloureuse grandissait. On ne peut pas étouffer la vérité indéfiniment. Elle finit toujours par remonter à la surface. Et en 2022, elle a refait surface, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Il y a des choses qu'on sait, sans vouloir les savoir, des vérités qu'on sent dans son ventre, dans ses os, mais qu'on refuse de regarder en face. Parce que regarder, c'est devoir agir. Et agir, c'est perdre ce qu'il nous reste. En février 2022, j'ai trouvé le premier signe. Enfin, disons que je l'ai vraiment vu, parce que les signes étaient là depuis longtemps. Je les avais juste ignorés. Philippe avait changé de téléphone, un nouveau modèle. Il le gardait toujours avec lui, même dans la salle de bain. Un matin, il l'a oublié sur la table de la cuisine. Il était sous la douche. Le téléphone a vibré. J'étais debout près de la fenêtre avec ma tasse de café. J'ai regardé l'écran s'allumer. Un message. « Tu me manques déjà. À ce soir. V. » Mon cœur s'est arrêté. Puis il a recommencé à battre. Trop fort, trop vite. J'ai posé ma tasse. Mes mains tremblaient. Philippe est descendu 5 minutes plus tard, les cheveux mouillés. « Ton téléphone a sonné », j'ai dit d'une voix calme. « Ah oui ?» Il l'a pris sans me regarder. A lu le message. A souri. « Un client », a-t-il dit. « Un client qui te dit « Tu me manques ?» Il a haussé les épaules. « C'est une cliente, italienne. Ils sont expansifs, les Italiens. Tu sais comment ils sont. » Il a glissé le téléphone dans sa poche. « Je rentre tard ce soir. Ne m'attends pas pour dîner. » Il est parti. Et moi, je suis restée debout dans cette cuisine avec ma tasse de café froid. V. Qui était V? Les jours suivants,
J'ai commencé à observer, pas comme une détective, plutôt comme quelqu'un qui ouvre enfin les yeux après des années de sommeil. Philippe sortait plus souvent, dîner avec un associé, réunion tardive, golf avec Bertrand. Il rentrait toujours après 22 heures. Ses chemises sentaient un parfum floral, léger, discret, pas le mien. Il souriait en lisant ses messages, un sourire que je ne connaissais pas, doux, presque tendre. Un soir, début mars, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai fouillé dans sa veste. Il était sous la douche. Sa veste en laine grise était posée sur le fauteuil du salon. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang dans mes oreilles. J'ai glissé ma main dans la poche intérieure. Rien. J'ai cherché dans l'autre poche. Mes doigts ont touché du papier. Un reçu. Restaurant, Le Pré-Catelan. 280 €. Date, 28 février. Le 28 février. Le jour de mon anniversaire. Philippe m'avait dit qu'il avait un dîner d'affaires. J'avais mangé seul. Un plat surgelé, devant la télévision. Je suis resté là, ce reçu dans la main, incapable de respirer. 280 €. Pour elle. Pour V. Rien pour moi. J'aurais dû être furieuse. J'aurais dû crier, pleurer, jeter des assiettes. Mais je n'ai rien fait. J'ai remis le reçu dans la poche. Je suis montée dans la chambre. J'ai ouvert mon sac, sorti la photo. Moi, à 24 ans. Je l'ai regardée longtemps. Et j'ai pensé, cette fille méritait mieux. Les semaines suivantes, j'ai continué à chercher. Non pas pour me torturer, mais pour savoir. Parce qu'on ne peut pas se libérer d'une prison si on refuse de voir les barreaux. J'ai trouvé d'autres choses, des messages effacés, mais pas assez vite. Tu es belle quand tu ris. J'ai hâte de te revoir. Des factures d'hôtel à Deauville. En avril, Philippe m'avait dit qu'il allait à un séminaire. Une réservation pour 2 au théâtre, pour une pièce que j'avais voulu voir. Il m'avait dit « Le théâtre ? À notre âge ? Non merci. » Mais avec elle, il y allait. Un soir de mai, je l'ai suivi. Je ne suis pas fière de ça, mais j'avais besoin de voir. Philippe a dit qu'il avait un dîner d'associés. Il est parti à 19 heures. J'ai attendu 10 minutes, puis j'ai pris ma voiture. Je connaissais ses habitudes, ses restaurants préférés. Je l'ai trouvé au relais de l'Entrecôte, près des Champs-Élysées. Il était assis à une table près de la fenêtre. En face de lui, une femme, la quarantaine, brune, élégante. Elle riait. Philippe la regardait comme il ne m'avait jamais regardé, avec intérêt, désir, présence. Elle a posé sa main sur la sienne. Il n'a pas retiré la sienne. Je suis restée dans ma voiture, garée de l'autre côté de la rue. Je les ai regardés dîner. Ils ont ri, parlé, trinqué. À un moment, elle a dit quelque chose et Philippe a éclaté de rire. Un vrai rire, pas celui qu'il faisait devant les clients. Un rire de bonheur. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où je l'avais entendu rire comme ça avec moi. Peut-être jamais. Je suis rentrée avant lui. Je me suis assise dans le salon, dans le noir. Philippe est rentré à 23 heures. « Colette, tu es encore debout ? » ?»« Oui. » Le dîner s'est éternisé. « Tu sais comment c'est ? » ?»« Oui, je sais. » Il est monté se coucher. Et moi, je suis restée dans ce salon obscur. Une pensée tournait dans ma tête. Il est heureux avec elle. Il ne l'est pas avec moi. Peut-être qu'il ne l'a jamais été. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à 50 ans de mariage, à tous ces silences, à toutes ces humiliations, à toutes ces fois où j'avais dit « oui » alors que je voulais dire « non ». Et j'ai compris quelque chose. Philippe ne m'avait pas trompée depuis quelques mois. Il m'avait trompée depuis le début. Pas avec une autre femme, mais avec une autre version de lui-même. Il m'avait fait croire qu'il m'aimait, qu'il me respectait, qu'il avait besoin de moi. Je l'ai épousé par pitié. Cette phrase qu'il dirait bientôt, au dîner de dimanche, elle était vraie depuis le début. Je n'avais jamais été son égal. J'avais été son projet charitable. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai appelé un avocat, maître Alain Blanchard. Un ami d'une amie. « Madame Moreau, que puis-je faire pour vous ?» Ma voix ne tremblait pas. Je voudrais divorcer, et je voudrais savoir comment protéger mes biens. Il y a eu un silence. Vos biens ? Oui. La maison, l'appartement de Nice, les parts de l'entreprise que j'ai financée avec l'héritage de mon père. Je veux que tout revienne à mon nom, avant que je ne demande le divorce. C'est possible, mais il faudra être très discret. Je peux être discrète. J'ai été discrète pendant 50 ans. J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis des années, j'ai souri. Pas un sourire poli, pas un sourire de soumission, un sourire de lucidité, parce que j'avais compris. On ne se venge pas de quelqu'un qui nous a humiliés en criant.
On se venge en silence, en reprenant ce qui nous appartient, en partant avec dignité. La guerre venait de commencer, mais cette fois, je ne la perdrai pas. Maître Blanchard m'a reçu 3 jours plus tard dans son cabinet, rue de Rivoli. Un bureau élégant, des livres anciens, une odeur de cuir et de papier. Il m'a regardé avec cette attention qu'on réserve aux personnes qu'on sait blessées, mais qui ne veulent pas le montrer. « Madame Moreau, avant de commencer, je dois vous poser une question. »« Oui ? Êtes-vous absolument certaine de vouloir faire cela ?» J'ai sorti la photo de mon sac, celle de mes 24 ans, sur le balcon. Avec ma tasse de thé, je l'ai posée sur son bureau. Cette fille méritait mieux que ce que je lui ai donné. Il est temps que je répare ça. Il a regardé la photo, puis moi. D'accord. Alors voici ce que nous allons faire. Le plan était simple, mais il fallait du temps et du silence. Premièrement, établir que les biens immobiliers et les parts de l'entreprise avaient été financés avec mon argent, l'héritage de mon père, en 1985. Maître Blanchard a retrouvé les documents bancaires, les virements, les signatures, 150 000 francs, une fortune à l'époque. Philippe avait tout investi dans son entreprise de conseil juridique, mais sur les papiers, il était seul propriétaire. « Nous allons corriger ça », a dit Maître Blanchard. Deuxièmement, transférer discrètement les biens à mon nom en invoquant une réorganisation patrimoniale pour raisons fiscales. Votre mari est avocat, il comprendra l'argument. Il signera sans se méfier. Et s'il refuse, il ne refusera pas. Les hommes comme lui ne pensent jamais qu'une épouse silencieuse peut devenir dangereuse. Il avait raison. Pendant 3 mois, j'ai vécu une double vie. Le jour, j'étais Colette Moreau, l'épouse discrète, celle qui préparait le café, qui souriait poliment, qui ne posait jamais de questions. Le soir, j'étais autre chose. Une femme qui rassemblait des preuves, une femme qui consultait des avocats, une femme qui préparait sa liberté. En juin, j'ai découvert qui était V. Véronique Lemaire, 42 ans, avocate elle aussi, associée dans un grand cabinet parisien. Je l'ai trouvée sur LinkedIn, photo professionnelle, souriante, confiante. Elle était tout ce que je n'étais pas. Jeune, ambitieuse, indépendante, une carrière brillante, pas d'enfant, pas de mari, juste elle-même, libre. J'ai regardé sa photo longtemps, et étrangement, je n'ai pas ressenti de haine. J'ai ressenti de l'envie, parce qu'elle avait ce que j'avais abandonné, une vie à elle. Un après-midi, je l'ai suivie. Elle sortait de son cabinet vers 18h, tailleur noir, talons hauts, une mallette en cuir. Elle marchait vite, avec assurance. Elle s'est arrêtée dans un café, a commandé un expresso, a ouvert son ordinateur. Je me suis assise 3 tables plus loin. Je l'ai observée. Elle travaillait, concentrée, efficace. À un moment, elle a reçu un appel. Elle a souri. « Oui, moi aussi. À ce soir, Philippe. » Elle a raccroché. Son sourire est resté. Un sourire de femme amoureuse. Et j'ai compris quelque chose qui m'a fait mal. Elle ne savait pas. Véronique ne savait pas que Philippe était encore marié. Ou peut-être qu'elle le savait, mais qu'il lui avait raconté une histoire. Ma femme et moi, nous ne nous aimons plus. Nous restons ensemble pour les apparences. C'est ce que les hommes mariés disent toujours, non ? Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec une étrange clarté. Philippe n'était pas le seul coupable. Je l'étais aussi. Pas d'avoir été trompée, mais d'avoir accepté de disparaître. D'avoir dit oui quand je voulais dire non. D'avoir souri quand je voulais crier. D'avoir été simple quand j'aurais pu être entière. En juillet, Maître Blanchard m'a appelé. « Madame Moreau, nous sommes prêts. Les documents sont prêts. Il faut juste que votre mari signe. Comment faire ? Dites-lui que c'est pour optimiser la fiscalité, que le notaire conseille de transférer certains biens à votre nom pour des raisons de succession. Il comprendra. Et s'il se méfie, il ne se méfiera pas. Vous êtes mariés depuis 50 ans. Il vous fait confiance. Ou plutôt, il a hésité. Il vous ignore, ce qui est pire. Mais pour nous, c'est mieux. Le soir même, j'ai préparé le terrain. Philippe lisait dans le salon, un verre de whisky à la main. « Philippe ? Oui, j'ai rencontré Maître Dupuis, notre notaire, la semaine dernière. Il a levé les yeux, surpris. Pourquoi ? Pour la succession. Il dit que nous devrions réorganiser notre patrimoine. Pour les impôts. Il y a des avantages fiscaux si certains biens sont à mon nom. » Philippe a haussé les épaules. « Ah, oui, c'est logique. Il a préparé les papiers. Tu dois juste signer. »« D'accord, laisse-les sur mon bureau. » Aussi simple que ça. 50 ans de mépris se résumaient à ça. « D'accord, laisse-les sur mon bureau. » Il ne m'a même pas demandé les détails, parce que je n'étais pas une personne dont on se méfiait. J'étais un meuble, une présence, une ombre. Le lendemain, j'ai posé les documents sur son bureau.
Philippe les a signés sans les lire. 3 signatures, 3 paraphes. Et en 3 minutes, la maison de Neuilly, l'appartement de Nice et les parts de l'entreprise sont devenus miens. Quand Maître Blanchard m'a appelé pour confirmer l'enregistrement, j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. Madame Moreau, vous êtes libre maintenant. Vous pouvez demander le divorce quand vous voulez. Pas encore. Pourquoi? Parce que je veux qu'il comprenne. Août est passé, septembre aussi. Philippe passait de plus en plus de temps avec Véronique. Il ne se cachait même plus vraiment. Je dîne avec Blanchard. Je pars en week-end pour un séminaire. Je rentre tard. Ne m'attends pas. Mensonge. 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 Mais je ne disais rien. Je hochais la tête. Je souriais. Parce que j'attendais le bon moment. Un soir d'octobre, j'ai trouvé quelque chose qui m'a brisé le cœur d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Philippe avait laissé son ordinateur ouvert dans son bureau. Je suis entré pour éteindre la lumière. L'écran affichait sa boîte mail. Un message de Véronique. Le sujet, notre avenir. J'aurais dû partir, mais je n'ai pas pu. J'ai cliqué. Mon amour, je sais que c'est difficile pour toi. Je sais que tu te sens coupable. Mais nous méritons d'être heureux. Tu m'as dit que ton mariage était mort depuis longtemps, que tu restais par habitude, par confort. Mais la vie est trop courte pour vivre dans un mensonge. J'ai 52 ans cette année. Je veux construire quelque chose de vrai avec toi. Une vraie vie. Pas des week-ends volés. Pas des dîners cachés. Je t'aime, Philippe. Et je suis prête à attendre. Mais pas éternellement. Pense à nous. Pense à ce que nous pourrions avoir. V. J'ai relu le message 3 fois. Je sais que tu te sens coupable. Non. Philippe ne se sentait pas coupable. Philippe se sentait vivant. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vu. Parce qu'elle le regardait vraiment. Parce qu'elle était son égale. Parce qu'avec elle, il n'avait pas besoin de jouer le rôle du sauveur. J'ai fermé l'ordinateur. Je suis monté dans la chambre. J'ai sorti la photo de mon sac. Moi, à 24 ans. Et j'ai pensé, si j'avais été moi-même, aurais-je été aimée? La réponse m'est venue immédiatement. Non. Philippe ne cherchait pas une femme entière. Il cherchait une femme qu'il pouvait diminuer. Une femme qui le faisait se sentir supérieur. Une femme qui disait toujours « oui ». Et j'avais été cette femme, pendant 50 ans. Mais quelque chose d'étrange s'est produit cette nuit-là. En lisant ce message de Véronique, je n'ai pas ressenti de jalousie. J'ai ressenti de la compassion pour elle, parce qu'elle ne savait pas encore. Elle ne savait pas que Philippe n'était pas l'homme qu'il prétendait être. Elle ne savait pas qu'il humiliait sa femme en privé. Elle ne savait pas qu'il appelait son mariage un geste charitable. Elle voyait un homme élégant, cultivé, attentionné. Mais moi, je connaissais l'autre Philippe, celui qui diminuait, qui méprisait, qui ignorait. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'allais demander le divorce, mais pas n'importe comment, pas en pleurant, pas en suppliant, pas en victime. Je voulais qu'il comprenne ce qu'il avait perdu, non pas moi, parce qu'il ne m'avait jamais vraiment eu, mais sa tranquillité, son confort, sa vie bien rangée. J'ai appelé Maître Blanchard. Je suis prête. Vous voulez déposer la demande de divorce? Pas encore. Je veux d'abord un dernier dîner, un dimanche, avec toute la famille. Pourquoi? Parce que je veux que tout le monde voie. Je veux qu'il sache qui était vraiment Philippe. Madame Moreau, il hésitait. Êtes-vous sûre? Maître Blanchard, j'ai passé 50 ans à être gentille, à être silencieuse, à être simple. Ma voix ne tremblait pas. Il est temps qu'il voie que la simplicité n'est pas de la faiblesse. Nous avons fixé une date, le dimanche 6 novembre 2022. Un dîner en famille. Tous seraient là. Julien, Sophie, Antoine, ma belle-sœur Marguerite, les petits-enfants. J'ai envoyé les invitations moi-même. Philippe était surpris. « Tu organises un dîner? » « Oui, cela fait longtemps que nous n'avons pas réuni toute la famille. »« C'est vrai? Bonne idée. » Il a souri, un sourire tranquille. Le sourire d'un homme qui ne se doute de rien. Les jours précédant le dîner, j'ai préparé chaque détail. Le menu, la table, les fleurs. Mais surtout, j'ai préparé moi. J'ai relu tous les documents, les transferts de biens, les papiers du divorce. J'ai répété ce que j'allais dire, pas pour me venger, mais pour me libérer. La veille du dîner, je suis allé me promener au jardin du Luxembourg. J'ai marché entre les arbres, regardé les gens, les couples, les familles. Et j'ai pensé à toutes ces années, à toutes ces fois où j'avais dit oui en voulant dire non, à toutes ces fois où j'avais souri en voulant pleurer, à toutes ces fois où j'avais été là sans vraiment être. Et j'ai compris quelque chose. Ce dîner n'était pas une vengeance, c'était une résurrection. La résurrection de Colette Moreau.
celle qui avait disparu il y a 50 ans. Ce soir-là, j'ai sorti la photo une dernière fois. Moi, à 24 ans, sur mon balcon. Je l'ai regardée longtemps, et je lui ai dit « Demain, je te ramène à la vie ». Le dimanche 6 novembre est arrivé. 19 heures. Tout le monde était là. La table était mise. Le rôti refroidissait. Le vin coulait. Philippe souriait, racontait des blagues, était charmant, comme toujours. Et moi, j'étais assise au bout de la table, calme, prête, dans mon sac, sous ma chaise, l'enveloppe Kraft avec les papiers du divorce, et dans ma poitrine, un cœur qui battait enfin pour lui-même. Puis, Philippe a levé son verre, et il a dit ces mots que j'attendais sans le savoir. Je l'ai épousée par pitié, et elle est toujours ingrate. La table a ri, et moi, j'ai souri. Parce que je savais que dans 10 minutes, plus personne ne rirait. Je l'ai épousée par pitié, et elle est toujours ingrate. Ces mots sont tombés sur la table comme une pierre dans l'eau. Un instant de silence, puis les rires. Ma belle-sœur Marguerite a ri la première. Un rire aigu, presque nerveux. Julien a suivi. Mon propre fils. Un rire complice avec son père. Sophie a souri. Mal à l'aise, mais elle a souri. Antoine a baissé les yeux dans son assiette. Et Philippe, triomphant, a levé son verre plus haut. À la charité conjugale. J'ai posé ma serviette sur la table. Doucement, lentement. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai senti mon cœur battre, mais ce n'était pas de la peur, c'était de la clarté. Une clarté absolue. Je me suis levée. Philippe. Ma voix était calme, posée, claire. Philippe a froncé les sourcils, surpris que je réponde. Tu as raison. Tu as fait un geste de charité il y a 50 ans. Le silence s'est installé. Marguerite a cessé de rire. Mais ce soir, c'est moi qui vais faire un geste de charité. J'ai pris mon sac, sorti l'enveloppe Kraft. Je vais te libérer de cette femme ingrate. J'ai posé l'enveloppe devant lui. Les papiers du divorce, tu n'as qu'à signer. Philippe a regardé l'enveloppe, puis moi. Puis il a ri. Un rire nerveux, incrédule. Colette, arrête ton cinéma. Ce n'est pas du cinéma, Philippe. C'est la fin de la pièce. Julien s'est levé à moitié. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai regardé. Mon fils aîné. 46 ans. Un homme qui venait de rire de l'humiliation de sa mère. Ce que j'aurais dû faire il y a 30 ans, Julien. Sophie a posé sa main sur mon bras. Maman, s'il te plaît, papa a fait une blague. C'est tout. Une blague? J'ai retiré mon bras doucement. Sophie, ton père vient de dire devant vous tous qu'il m'a épousée par pitié, qu'il a fait un geste charitable. Tu trouves ça drôle? Elle a baissé les yeux. Réponds-moi. Tu trouves ça drôle? Non. Alors pourquoi as-tu souri? Le silence était assourdissant. Philippe s'est levé, le visage rouge. Colette, tu es ridicule. Je plaisantais. Tout le monde sait que je plaisantais. Non, Philippe, tout le monde sait que tu ne plaisantais pas. J'ai regardé ma belle-sœur. Marguerite, combien de fois as-tu entendu Philippe dire que j'étais simple, que j'avais l'esprit d'une enfant? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. J'ai regardé Julien. Et toi, combien de fois as-tu entendu ton père dire que j'étais trop sensible, que je ne comprenais pas les choses compliquées? Julien ne disait rien. Vous avez tous entendu, pendant des années, et vous avez tous ri, ou vous avez détourné les yeux. Philippe a claqué sa main sur la table. Ça suffit, tu te ridiculises, Colette. Non, c'est toi qui t'es ridiculisée. Pendant 50 ans, en pensant que je ne voyais rien, en pensant que j'accepterais tout. J'ai ouvert mon sac, sorti une photo, celle de mes 24 ans. Je l'ai posée sur la table. Tu vois cette fille? C'est celle que tu as épousée, celle qui rêvait, qui lisait, qui pensait. Philippe a regardé la photo. Une expression étrange sur son visage. Pendant 50 ans, tu l'as diminuée, petit à petit, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Ma voix ne tremblait pas. Mais ce soir, elle revient. Tu es folle, a dit Philippe. Sa voix était moins assurée. Non, je suis lucide, pour la première fois depuis des décennies. J'ai regardé mes enfants. Vous voulez savoir pourquoi je demande le divorce maintenant? Personne n'a répondu. Parce que j'ai découvert que votre père avait une liaison, depuis au moins 2 ans, avec une femme nommée Véronique Lemaire. Sophie a porté sa main à sa bouche. Antoine a relevé la tête brusquement. Julien a regardé son père. Philippe est devenu blanc. C'est ridicule. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone, montré la photo de Véronique que j'avais trouvée sur LinkedIn. 42 ans, avocate. Tu dînes avec elle 2 fois par semaine. Tu es parti en week-end avec elle à Deauville en avril, au Grand Hôtel. Chambre 312. Le silence était total. Philippe me regardait
comme s'il me voyait pour la première fois. Comment je sais? J'ai souri. Un sourire triste. Philippe, tu m'as prise pour une idiote pendant 50 ans. Tu pensais que je ne voyais rien, que je ne sentais rien. J'ai remis mon téléphone dans mon sac, mais je voyais tout. Le parfum sur tes chemises, les messages effacés trop tard, les mensonges, les dîners soi-disant professionnels. Maman, Sophie pleurait doucement. Ne pleure pas, ma chérie. Ce n'est pas toi qui devrais avoir honte. Philippe a essayé de reprendre le contrôle. Même si c'était vrai, tu n'as rien, Colette. Tu n'as pas d'argent, pas de carrière. Où vas-tu aller? J'ai attendu un instant, puis j'ai souri. Justement, Philippe, parlons de l'argent. J'ai sorti une autre enveloppe de mon sac. Tu te souviens des papiers que tu as signés en juillet? Ceux que le notaire avait préparés pour optimiser la fiscalité? Il a froncé les sourcils. Oui, et alors? Ces papiers transféraient tous nos biens à mon nom. La maison, l'appartement de Nice, les parts de l'entreprise. Le visage de Philippe est passé du blanc au rouge. Quoi? Tu as signé, Philippe, sans même lire, parce que tu me prenais pour une idiote. C'est impossible. Non, c'est légal. Et c'est fait. Marguerite a murmuré. Mon Dieu. Julien s'est levé. Maman, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est mon mari qui devrait tout avoir. J'ai regardé mon fils. Julien, l'argent qui a servi à acheter cette maison, à créer l'entreprise de ton père, c'était mon héritage. L'argent de mon père. 150 000 francs en 1985. Mais ton père a tout mis à son nom. Il m'a dit « Laisse-moi gérer ». Et j'ai fait confiance. Pendant 40 ans, j'ai cru que cet argent était à nous. J'ai regardé Philippe. Mais tu viens de dire toi-même que tu m'as épousé par pitié, que c'était un geste charitable. Alors dis-moi, Philippe, est-ce que la charité inclut voler l'héritage de ta femme? Philippe s'est avancé vers moi. Tu ne peux pas me faire ça. Je peux, et je le fais. Je vais contester. Tu vas quoi? Expliquer au juge que tu as humilié ta femme pendant 50 ans? Que tu l'as trompée pendant des années? Que tu as dit devant toute ta famille que tu l'avais épousée par pitié? Ma voix était calme, mais ferme. Vas-y, Philippe, explique-leur. Antoine s'est levé soudain. Arrêtez. Tout le monde s'est tourné vers lui. Mon plus jeune fils, 40 ans, celui qui parlait toujours le moins. Il avait les larmes aux yeux. Papa, sa voix tremblait. C'est vrai? Tu l'as dit? Tu as vraiment dit que tu avais épousé maman par pitié? Philippe a ouvert la bouche, l'a refermée. Antoine, réponds-moi. Silence. Tu l'as dit. Antoine a regardé son père avec une expression que je n'avais jamais vue. Du dégoût. J'ai honte de toi. Il est sorti de la pièce. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Parce que ce soir-là, en regardant ma famille se déchirer, j'ai réalisé quelque chose de terrible. En me libérant, je l'ai libéré aussi. De l'illusion, de la comédie, de la vie parfaite qui n'avait jamais existé. Sophie pleurait maintenant ouvertement. « Maman, papa, s'il vous plaît. » Sophie, j'ai pris sa main. « Ma chérie, je sais que c'est difficile, mais je ne peux plus vivre comme ça. Mais, on est une famille. » Non, on était une famille, mais une famille construite sur le mensonge, sur mon effacement, sur mon silence. J'ai essuyé ses larmes. Je t'aime, Sophie. Je vous aime tous, mais je m'aime aussi. Et il est temps que je me choisisse. Julien s'est rassis. Il avait l'air perdu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous vivez vos vies? J'ai pris mon manteau. Moi, je vis enfin la mienne. Philippe m'a attrapé le bras. Colette, attends. On peut en parler. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. Pour la première fois depuis 50 ans, je l'ai vraiment regardé. Et j'ai vu un vieil homme effrayé. Pas l'avocat brillant, pas le patriarche respecté. Juste un homme qui venait de perdre son confort. Il n'y a rien à dire, Philippe. J'ai retiré mon bras. Tu as passé 50 ans à me dire que j'étais simple, ingrate, sensible. J'ai enfilé mon manteau. Alors, laisse-moi être simple. Laisse-moi partir. À cet instant, la sonnette a retenti. Tout le monde a sursauté. « Qui est-ce » a demandé Marguerite. « Mon avocat ?» J'ai ouvert la porte. Maître Blanchard est entré avec sa mallette en cuir. Impeccable, professionnel. « Bonsoir, Madame Moreau. »« Bonsoir, maître. » Il a regardé l'assemblée silencieuse. « Monsieur Moreau. » Il a incliné la tête vers Philippe. Philippe le regardait comme s'il venait d'une autre planète. Maître Blanchard a ouvert sa mallette, sorti des documents. « Monsieur Moreau, voici les copies des transferts de propriété que vous avez signés le 23 juillet 2022. Comme vous pouvez le constater, tous les biens sont maintenant au nom de votre épouse. » Il a posé les documents sur la table.
Et voici la demande de divorce. Madame Moreau sera généreuse. Elle vous laissera résider dans cette maison pendant 6 mois, le temps que vous trouviez un logement. Mais après le 15 mai 2023, cette maison ne sera plus accessible pour vous. Philippe a pris les documents. Ses mains tremblaient. Il a lu. Et j'ai vu le moment exact où il a compris. Le moment où il a réalisé qu'il avait tout perdu. Pas par violence, pas par cri, mais par sa propre arrogance. Il a levé les yeux vers moi. C'est toi qui as fait ça? Oui. Mais comment? Tu me demandes comment? Philippe, tu m'as ignoré pendant 50 ans. Tu pensais que j'étais un meuble, que je ne pensais pas, que je n'agissais pas. J'ai pris mon sac. Tu m'as sous-estimé. Et c'est ça qui t'a perdu. Julien s'est tourné vers Maître Blanchard. Ce n'est pas légal. Elle ne peut pas... Si, monsieur. C'est parfaitement légal. Votre père a signé tous les documents en toute connaissance de cause. Ou du moins, il a souri légèrement. Il aurait dû les lire avant de signer. Philippe s'est effondré sur sa chaise. Le triomphateur de tout à l'heure n'était plus là. À sa place, un homme brisé. Sophie m'a regardé avec des yeux rouges. « Maman, tu vas vraiment partir? »« Oui, ma chérie. »« Où vas-tu aller? »« À Nice, dans l'appartement. Je vais prendre du temps pour moi. »« Et nous ?» J'ai pris son visage dans mes mains. « Vous êtes adultes, mes enfants. Vous avez vos vies, vos familles. Vous n'avez pas besoin de moi. Mais on t'aime. Je sais. » J'ai souri à travers mes larmes. « Et je vous aime aussi. Mais j'ai besoin de me retrouver, de redevenir celle que j'étais, avant. » J'ai regardé la table une dernière fois, le rôti froid, les verres à moitié pleins, les visages choqués, cette scène parfaite que j'avais jouée pendant 50 ans. « Bonne soirée à tous. » Je me suis dirigée vers la porte. Philippe a crié mon nom. « Colette !» Je me suis arrêtée, sans me retourner. « Je suis désolée. » Ces mots. 2 mots que j'avais attendus pendant des décennies. Mais ils arrivèrent trop tard. Moi aussi, Philippe. Moi aussi. J'ai ouvert la porte. L'air froid de novembre m'a frappé le visage. J'ai respiré profondément. Et j'ai franchi le seuil. Maître Blanchard m'a suivi. « Madame Moreau, vous avez été... remarquable. »« Non, maître, j'ai juste été moi-même. » Enfin, dans la voiture, j'ai regardé la maison s'éloigner dans le rétroviseur. 50 ans de ma vie dans cette maison. 50 ans de silence. 50 ans d'effacement. Mais ce soir, j'avais tout laissé derrière. Pas avec rage, pas avec haine, avec dignité. J'ai sorti la photo de mon sac. Moi, à 24 ans, je l'ai regardée. Et j'ai murmuré, « Je t'ai ramené. » Ce soir-là, en partant de cette maison, j'ai perdu une famille. Mais j'ai retrouvé quelque chose de plus précieux. Moi-même. Et parfois, c'est le seul choix qui vaille la peine d'être fait. Les premiers jours à Nice ont été étranges. Pas difficiles. Juste étranges. Je me réveillais le matin et pendant quelques secondes, j'oubliais où j'étais. Puis je voyais la lumière dorée entrer par la fenêtre. J'entendais les mouettes, je sentais l'odeur de la mer, et je me souvenais, je suis libre. L'appartement de Nice était petit, 2 pièces, un balcon avec vue sur la promenade des Anglais. Je l'avais acheté, enfin, nous l'avions acheté, il y a 20 ans, pour les vacances. Mais Philippe n'aimait pas Nice. Trop touristique, disait-il. Alors, nous n'y venions presque jamais. Maintenant, c'était mon refuge. Le premier matin, je me suis levée à 6 heures. Pas parce que je devais préparer le café de quelqu'un, mais parce que je voulais voir le lever du soleil. Je me suis assise sur le balcon, avec une tasse de thé à la bergamote, comme autrefois. Sur mon balcon de Montmartre, le soleil se levait sur la mer, rose, orange, or, et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. Je suis vraiment partie. Les premières semaines ont été un apprentissage. Apprendre à vivre seul, pas seulement physiquement, mais mentalement. Après 50 ans de mariage, on oublie comment être seul. On oublie ses propres rythmes, ses propres désirs. Je me surprenais à penser, Philippe aimerait ça. Puis je me corrigeais. Mais moi, est-ce que moi, j'aime ça? J'ai commencé à faire des choses simples, marcher sur la promenade chaque matin, aller au marché du cours Saléya, acheter des fleurs, des fruits, du pain frais, cuisiner pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Lire, vraiment lire, sans interruption. Colette, Camus, Duras, les livres que j'avais abandonnés. Un jour, en décembre, je suis entrée dans une librairie sur la place Masséna. J'ai feuilleté les livres pendant 1 heure. Le libraire, un homme d'une 60aine d'années avec des lunettes rondes, m'a souri. « Vous cherchez quelque chose en particulier, madame ?»« Non, juste la joie de chercher. » Il a hoché la tête. C'est la meilleure raison. J'ai acheté 3 livres ce jour-là. Et en sortant, j'ai réalisé quelque chose. Je venais de prendre une décision. Seule,
sans demander la permission. C'était une petite victoire, mais elle était mienne. Sophie m'a appelé 2 semaines après mon départ. « Maman ? » ?»« Oui, ma chérie. Comment vas-tu ? » ?»« Bien, très bien même. »« Vraiment ? » ?»« Oui. » Silence. « Papa ne va pas bien. J'ai fermé les yeux. Je suis désolée. Il dort dans le bureau. Il ne mange presque rien. Julien dit qu'il a maigri. » Sophie. « Maman, tu pourrais peut-être… » ?»« Non. Mais… Sophie, écoute-moi. » Ma voix était douce mais ferme. « Je suis désolée que ton père souffre. Vraiment. Mais je ne peux pas revenir. Je ne vais pas revenir. Mais c'est ton mari. C'était mon mari. Et pendant 50 ans, j'ai fait passer son bien-être avant le mien. C'est terminé. » Elle a pleuré doucement au téléphone. « Je ne comprends pas, maman. Je sais. Et c'est normal. Mais un jour, tu comprendras. » « Quand ? » « Quand tu te regarderas dans le miroir et que tu verras quelqu'un que tu ne reconnais plus. Quelqu'un qui a disparu petit à petit pour faire plaisir aux autres. » Silence. « J'espère que ce jour ne viendra jamais pour toi, ma chérie. » Antoine m'a appelé quelques jours plus tard. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. »« Oui, je suis fière de toi. » J'ai senti ma gorge se serrer. « Antoine… » »« Non, écoute, pendant toute ma vie, j'ai vu papa te traiter comme si tu n'existais pas. Et j'ai rien dit. J'avais honte. Ce n'est pas ta faute. Si, j'aurais dû parler. J'aurais dû te défendre. Tu étais un enfant. Même adulte, je n'ai rien dit. Mais ce soir-là, au dîner, il a pris une grande inspiration. Quand je t'ai vu te lever et dire la vérité, j'ai compris ce que c'était, le courage. Je pleurais maintenant. « Merci, mon fils. Tu vas bien ? » ?»« Oui, pour la première fois depuis longtemps, je vais bien. Tu me manques. Toi aussi. Je peux venir te voir ? » ?»« Bien sûr, quand tu veux. » Julien ne m'a pas appelé. Pendant 2 mois, silence complet. Puis, en janvier, j'ai reçu une lettre, une vraie lettre, écrite à la main. « Maman, je ne sais pas comment commencer cette lettre, ou même si je devrais l'écrire. Pendant 2 mois, j'ai été en colère contre toi. Je pensais que tu avais détruit notre famille, que tu avais humilié papa, que tu avais été cruel. Mais hier, quelque chose s'est passé. J'étais avec papa, on déjeunait ensemble. Il parlait de toi. Il disait que tu étais ingrate, que tu ne comprenais pas tout ce qu'il avait fait pour toi. Et j'ai senti quelque chose monter en moi. Une rage que je n'avais jamais ressentie. Je lui ai demandé « Papa, tu l'as vraiment aimé ?» Il n'a pas répondu. J'ai répété « Est-ce que tu as déjà vraiment aimé maman ?» Il a dit « C'est compliqué. » Non, c'est simple, oui ou non. Et il a dit « Je l'ai respecté. Je lui ai donné une belle vie. » Mais il n'a jamais dit oui. C'est là que j'ai compris. Tu ne nous as pas quittés par égoïsme. Tu es parti parce que tu étais en train de mourir. Je suis désolée, maman. Désolée de ne pas avoir vu. Désolée d'avoir ri ce soir-là. Désolée de t'avoir jugé. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. Julien. J'ai plié la lettre doucement. Je l'ai serrée contre mon cœur. Et j'ai pardonné. En février, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai écrit une lettre à Véronique Lemaire. Pas pour la menacer, pas pour l'insulter, mais pour la prévenir. « Madame Lemaire, vous ne me connaissez pas. Je suis Colette Moreau, l'ex-femme de Philippe. Je ne vous écris pas pour vous juger. Je ne vous connais pas. Et je ne connais pas votre histoire avec lui. Mais je me dois de vous dire quelque chose. Philippe est un homme charmant, cultivé, intelligent. Il sait dire les bons mots. Il sait vous faire sentir spécial. Mais il sait aussi diminuer, petit à petit, sans que vous vous en rendiez compte. Il vous dira que vous êtes trop sensible, que vous ne comprenez pas, que vous exagérez. Il prendra des décisions sans vous consulter. Pour votre bien. Il vous dira qu'il vous aime. Mais ce qu'il aime, c'est avoir quelqu'un qui le fait se sentir supérieur. Je ne vous dis pas de le quitter. C'est votre choix, votre vie. Mais je vous dis, gardez votre indépendance. Gardez votre argent. Gardez vos amis. Gardez votre carrière. Ne disparaissez pas pour lui. Comme je l'ai fait. J'espère que vous serez plus forte que moi. Colette Moreau. J'ai posté la lettre sans attendre de réponse. Ce n'était pas pour moi. C'était pour elle. Un geste de femme à femme. Une main tendue à travers le temps. Mars est arrivé. J'ai commencé à prendre des cours. Pas à la Sorbonne. C'était trop loin. Mais à l'université de Nice. Un certificat en littérature française. 53 ans après avoir abandonné mon rêve, je le reprenais. Le premier jour, je suis entrée dans l'amphithéâtre avec mon sac et mon cahier. J'avais 75 ans, la plus vieille de la classe, mais aussi la plus heureuse. Le professeur, une femme d'une 50aine d'années, m'a souri. « Bienvenue. Merci. Qu'est-ce qui vous amène ici ?»« Un rêve de 50 ans. » Elle a hoché la tête. « Les meilleurs rêves
sont ceux qu'on n'abandonne jamais vraiment. En avril, Sophie est venue me voir à Nice, seule, sans son mari, sans les enfants. Nous avons marché sur la promenade. Maman, tu as l'air différente. Différente comment? Plus jeune, plus vivante. J'ai souri. C'est parce que je le suis. Nous nous sommes assises sur un banc face à la mer. Papa va déménager. Ah, il a trouvé un appartement près du bureau, plus petit. C'est bien. Il est malheureux. J'ai regardé les vagues. Je sais. Et je suis désolée. Mais Sophie, je ne peux pas être responsable du bonheur de ton père. Pas plus. Il dit que tu lui manques. Ce n'est pas moi qui lui manque. C'est le confort. C'est la routine. C'est avoir quelqu'un qui dit toujours oui. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Tu me manques aussi. Tu peux venir quand tu veux. Maman. Oui? Est-ce que tu es heureuse? J'ai réfléchi. Oui. Pour la première fois depuis longtemps, je suis heureuse. Vraiment? Vraiment. En mai, j'ai reçu une autre lettre, de Véronique Lemaire. Je l'ai ouverte avec appréhension. Madame Moreau, votre lettre m'a bouleversée. Au début, j'étais en colère. Je pensais que vous étiez une ex-femme amère qui voulait détruire ma relation. Mais j'ai relu votre lettre, plusieurs fois, et j'ai commencé à voir les petites choses, les remarques, les décisions prises sans moi, les « c'est pour ton bien ». J'ai commencé à voir que Philippe faisait exactement ce que vous aviez décrit. Alors j'ai fait quelque chose. Je lui ai dit que je voulais qu'on vive ensemble, officiellement, que je voulais qu'il me présente à sa famille, que je voulais construire quelque chose de vrai. Il a hésité. Il a dit que c'était trop tôt, qu'il fallait attendre, et j'ai compris. Il ne veut pas d'une égale, il veut une ombre. Merci, Madame Moreau, vous m'avez sauvé de 50 ans de regrets. Je romps avec Philippe aujourd'hui, avec toute ma gratitude, Véronique. J'ai refermé la lettre, et j'ai souri. Pas de satisfaction mesquine, mais de paix. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Philippe avait donné du mépris. Maintenant, il récoltait la solitude. Pas par ma vengeance, mais par ses propres choix. Un soir de juin, je suis retournée sur mon balcon, avec ma tasse de thé à la bergamote. Comme à 24 ans, j'ai sorti la photo de mon sac, cette jeune fille souriante. Je l'ai regardée, et j'ai murmuré « On l'a fait, on est revenu ». Le téléphone a sonné. C'était Antoine. « Maman, papa est à l'hôpital. » Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de grave, une crise d'angoisse. Mais il t'a demandé. Il m'a demandé? Oui, il veut te parler. J'ai regardé la mer. Je vais y aller. Pas pour lui, mais pour moi. Pour fermer ce chapitre complètement. Ce soir-là, j'ai compris quelque chose de profond. La vraie justice n'est pas dans la vengeance. Elle est dans la lucidité. Philippe n'avait pas besoin que je le punisse. La vie s'en chargeait, en le laissant seul avec lui-même. Et parfois, c'est la pire punition de toutes. L'hôpital Pasteur sentait le désinfectant et la peur. Je marchais dans le couloir du 3e étage, mes pas résonnant sur le sol en linoléum blanc. Antoine m'attendait près de la chambre 318. Il m'a serré dans ses bras. « Merci d'être venu. Comment va-t-il? Physiquement? Stable? Émotionnellement ?» Il a secoué la tête. C'est différent. J'ai poussé la porte doucement. Philippe était allongé dans le lit. Des tubes, des moniteurs, une lumière froide. Il avait maigri. Beaucoup. Ses joues étaient creuses. Ses cheveux complètement gris maintenant. Il avait l'air vieux. Pour la première fois, il avait vraiment l'air de ses 78 ans. Il a tourné la tête vers moi. Nos regards se sont croisés, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu avant. De la honte. Colette. Sa voix était faible, rauque. « Bonjour, Philippe. Tu es venu. Antoine m'a dit que tu voulais me parler. » Il a fermé les yeux. « Je ne pensais pas que tu viendrais. Moi non plus. » J'ai tiré une chaise. Je me suis assise à distance respectable du lit. Pas trop près, pas trop loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin dit que c'est une crise d'angoisse, que mon cœur va bien, mais que... Il a ouvert les yeux, que je dois prendre soin de moi. Tu as toujours su prendre soin de toi, Philippe. Il a esquissé un sourire triste. Apparemment, non. Silence. Le bip régulier du moniteur cardiaque remplissait la pièce. Véronique est partie. Je sais. Il a tourné la tête brusquement vers moi. Tu sais? Elle m'a écrit. Quoi? Je lui ai écrit en février, pour la prévenir. Philippe a regardé le plafond. Bien sûr. Elle m'a dit... Sa voix tremblait. Elle m'a dit que je cherchais une femme à diminuer, pas à aimer. Elle a raison. Tu penses vraiment ça de moi? J'ai réfléchi. Oui. Il a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. C'était la première fois que je le voyais pleurer, en 50 ans. Je suis désolée, Colette.
Ces mots que j'avais attendus pendant des décennies. Mais maintenant, ils ne me faisaient rien. Je sais, c'est tout? Je sais. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Philippe? Il a ouvert les yeux. Il me regardait avec une intensité douloureuse. Dis-moi que tu me pardonnes. J'ai regardé mes mains. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que pardonner, c'est accepter des excuses pour quelque chose qu'on regrette d'avoir fait. Mais toi, Philippe? J'ai levé les yeux vers lui. Tu ne regrettes pas ce que tu as fait. Tu regrettes les conséquences. Il a ouvert la bouche pour protester. Puis il s'est tu, parce qu'il savait que j'avais raison. Si Véronique était restée, si les enfants ne t'avaient pas jugé, si tu avais gardé la maison et l'entreprise, tu ne serais pas là. Tu ne me demanderais pas pardon. Ce n'est pas vrai? Si, Philippe, c'est vrai. Et tu le sais? Silence. Julien ne me parle presque plus, a-t-il murmuré. Je sais. Il m'écrit. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il est déçu, qu'il a compris que tu ne m'avais jamais vraiment aimé. Philippe a fermé les yeux, comme si mes mots lui faisaient physiquement mal. Sophie aussi. Elle est différente. Elle me regarde avec de la pitié. Tu sais ce qui est ironique? J'ai souri tristement. Pendant 50 ans, tu m'as regardé avec pitié. Tu disais que tu m'avais épousé par pitié. Et maintenant, c'est toi qu'on regarde ainsi. Tu es venu pour te venger? Pour me dire que je mérite tout ça? Non. Je suis venu parce que Antoine m'a demandé. Et parce que je voulais te voir une dernière fois. Pas pour te blesser, mais pour fermer ce chapitre. Il n'est pas fermé? Pour moi, si. Il l'est depuis le soir du dîner. Depuis que j'ai franchi cette porte. Mais tu es venu? Je suis venue parce que je suis humaine. Parce que malgré tout, nous avons partagé 50 ans, 3 enfants, une vie. J'ai pris une grande inspiration. Mais ça ne veut pas dire que je reviens, ou que je pardonne. Ça veut dire que je reconnais que tu existes, que tu souffres, et que je ne me réjouis pas de ta souffrance. Philippe pleurait maintenant ouvertement. Je suis seule, Colette. Complètement seule. Je sais. L'appartement est vide, froid. Je mange seule. Je dors seule. Personne ne m'appelle. Personne ne vient me voir. Sauf tes enfants. Oui, mais ils viennent par devoir, pas par amour. Je le vois dans leurs yeux. Philippe, j'ai hésité. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Rester à sa place? Il a hoché la tête faiblement. Tu passais ton temps à me dire de rester à ma place, de ne pas être prétentieuse, de ne pas vouloir plus que ce que j'avais. Oui, maintenant, c'est toi qui dois apprendre à rester à ta place. Il m'a regardé sans comprendre. Ta place maintenant, c'est seule, dans ton petit appartement, sans femme, sans maison, sans l'admiration de tes enfants, sans le respect que tu pensais avoir. C'est cruel. Non, c'est la vérité. Tu as construit ta vie sur le mépris des autres, sur mon effacement, sur ta supériorité. Et maintenant que tout ça est parti, il ne reste rien. Tu ne ressens rien? Aucune compassion? J'ai réfléchi honnêtement. Si, je ressens de la compassion. Je te regarde et je vois un vieil homme seul et effrayé. Ça me touche. Il a souri faiblement à travers ses larmes. Mais, j'ai continué. Cette compassion ne change rien. Elle ne me ramènera pas vers toi. Elle ne réparera pas 50 ans d'humiliation. Qu'est-ce que je peux faire? Pour moi? Rien? Alors pour qui? Pour toi, Philippe. Apprends à vivre avec toi-même. Apprends à être seul sans quelqu'un à diminuer. Apprends à regarder ta vie honnêtement. Il a secoué la tête. Je ne sais pas comment. Moi non plus, je ne savais pas comment vivre seul. Mais j'ai appris. Tu es plus forte que moi. Non, je suis juste plus honnête. J'ai regardé l'heure. Il était 18h30. Il faut que je parte. Déjà? Oui. Quand est-ce que je vais te revoir? Je ne sais pas. Peut-être jamais. La panique est montée dans ses yeux. Colette, s'il te plaît. Philippe, arrête. Je t'aime. Ces mots. 3 mots qu'il ne m'avait presque jamais dit. Et maintenant qu'il les disait, ils sonnaient faux. Désespérés. Non, tu ne m'aimes pas. Si, Philippe, ma voix était douce mais ferme. Si tu m'aimais, tu m'aurais écouté. Tu m'aurais respecté. Tu ne m'aurais jamais humilié devant nos enfants. J'étais stupide. Oui, tu l'étais. Mais les gens changent, peut-être. Mais moi aussi j'ai changé. Et la personne que je suis maintenant ne veut plus vivre avec toi. Même si je change vraiment, Philippe, j'ai souri tristement. Tu as 78 ans. Je ne crois pas que tu vas changer maintenant. Et même si tu changeais, ce serait trop tard. Pourquoi? Parce que je suis heureuse sans toi. Pour la première fois depuis 50 ans, je suis vraiment heureuse. Avec qui? Avec moi-même. Il a regardé le plafond. Des larmes coulaient silencieusement. Je l'ai perdue. Qui? La fille sur la photo. Celle du balcon. Celle que j'ai épousée. Oui, tu l'as perdue. Mais pas aujourd'hui. Tu l'as perdue il y a 50 ans.
petit à petit, jour après jour. Et maintenant elle est revenue, mais pas pour toi, pour elle. Je me suis levée. Philippe a tendu la main vers moi. Colette, j'ai regardé sa main, vieille, tremblante. Pendant une seconde, j'ai eu envie de la prendre. Pas par amour, par pitié. Mais je ne l'ai pas fait, parce que j'avais compris quelque chose de fondamental. La pitié n'aide personne. Elle maintient juste les gens dans leur misère. Au revoir, Philippe. C'est vraiment fini? Oui, il n'y a aucune chance. Non, il n'y en a aucune. J'ai ouvert la porte. Colette, je me suis arrêtée sans me retourner. Merci d'être venue. De rien. Et sa voix s'est brisée. Je suis vraiment désolée. Pour tout. J'ai fermé les yeux. Moi aussi, Philippe, moi aussi. J'ai franchi la porte. Dans le couloir, Antoine m'attendait. Comment ça s'est passé? Comme ça devait se passer. Il va s'en sortir? Physiquement? Oui. Émotionnellement? J'ai regardé mon fils. C'est à lui de décider. Nous avons marché vers l'ascenseur. Maman, tu penses qu'il méritait tout ça? J'ai réfléchi. Je ne pense pas en termes de mérite ou de justice. Je pense en termes de conséquences. C'est-à-dire, Philippe a passé sa vie à planter des graines de mépris. Maintenant, il récolte la solitude. Ce n'est pas moi qui l'ai puni, c'est la vie. Antoine a hoché la tête, lentement. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Exactement. Nous sommes descendus en silence. Dans le hall de l'hôpital, Antoine m'a serré dans ses bras. « Tu vas retourner à Nice? Oui. Tu es heureuse là-bas? Très heureuse. Alors c'est tout ce qui compte. Je suis sortie de l'hôpital. L'air de juin était doux, parfumé. J'ai respiré profondément. Et j'ai pensé à Philippe, seul dans cette chambre froide. Oui, j'ai ressenti de la compassion, mais pas de regret. Parce que j'avais compris quelque chose de profond ce jour-là. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver. On ne peut pas aimer quelqu'un qui ne sait pas aimer. On ne peut pas rester avec quelqu'un qui nous empêche d'être nous-mêmes. Philippe avait choisi. Pendant 50 ans, il avait choisi le confort de ma soumission plutôt que la complexité d'une vraie relation. Il avait choisi de me diminuer plutôt que de me célébrer. Il avait choisi l'illusion d'être supérieur plutôt que la vérité d'être égal. Et maintenant, il payait le prix de ses choix. Pas parce que je l'avais puni, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la vie. Ce qu'on donne, on le reçoit. Ce qu'on construit, on l'habite. Ce qu'on sème, on le récolte. Je suis montée dans le train pour Nice. Pendant tout le trajet, j'ai regardé le paysage défiler. Les collines, les villages, la mer au loin. Et j'ai pensé à toutes ces femmes, celles qui restent par peur, celles qui se taisent par habitude, celles qui disparaissent pour faire plaisir. Si mon histoire pouvait aider ne serait-ce qu'une de ces femmes, si mon histoire pouvait montrer qu'il n'est jamais trop tard, si mon histoire pouvait prouver que la dignité vaut tous les conforts, alors tout cela aurait eu un sens. Ce soir-là, en arrivant à Nice, je suis allée directement sur mon balcon, avec ma tasse de thé à la bergamote. J'ai regardé la mer, et j'ai pensé à Philippe dans sa chambre d'hôpital, seul, perdu, regrettant. Elle m'avait traité de simple pendant 50 ans. Elle m'avait traité d'ingrate. Elle m'avait traité comme si je n'existais pas. Et des années plus tard, j'avais retrouvé ce même regard vide dans un couloir d'hôpital. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Mais contrairement à lui, je n'étais pas seule. J'avais mes enfants, ceux qui avaient compris. J'avais mes livres, j'avais mes cours, j'avais ma liberté. Et surtout, j'avais moi-même. Ce soir-là, j'ai compris que la vraie justice n'est pas spectaculaire. Elle ne vient pas avec des éclairs et du tonnerre. Elle vient en silence, comme une vérité qui se révèle lentement, comme une dette qui se règle naturellement, comme un équilibre qui se rétablit tout seul. Philippe n'avait pas besoin de ma vengeance. Il avait juste besoin de vivre avec les conséquences de ses choix. Et moi, j'avais juste besoin de vivre, vraiment vivre, enfin. Aujourd'hui, j'ai 76 ans. Cela fait presque 1 an que j'ai quitté cette maison de Neuilly, que j'ai franchi cette porte, que j'ai dit non. 1 an depuis que j'ai choisi de me choisir. Et si je pouvais revenir en arrière, si je pouvais parler à la Colette de 24 ans sur son balcon de Montmartre, qu'est-ce que je lui dirais? Je suis assise sur mon balcon à Nice. Ma tasse de thé à la bergamote fume doucement dans la lumière dorée du matin. Les mouettes crient, la mer scintille. Les gens se promènent sur la promenade. Et moi, Colette Moreau, je suis exactement là où je dois être, chez moi, pas dans une maison, mais dans ma propre vie. Cette photo que j'ai gardée pendant toutes ces années, moi à 24 ans, elle est encadrée maintenant, sur ma table de chevet. Chaque matin, je la regarde et je lui souris. Nous l'avons fait.
Je lui dis. Nous sommes revenus. Les gens me demandent souvent si je regrette. 50 ans de mariage, 3 enfants, une vie construite pierre par pierre. Tu ne regrettes pas d'avoir tout quitté? Et je réponds toujours la même chose. Je ne regrette pas d'être parti. Je regrette d'être resté si longtemps. Parce que, voyez-vous, il y a une différence entre construire une vie et vivre une vie. Pendant 50 ans, j'ai construit. J'ai construit une maison, une famille, une image. Mais je n'ai pas vécu. Je n'ai pas existé. J'étais une fonction, un rouage, une présence silencieuse qui faisait tourner la machine. Mais je n'étais pas moi. Maintenant, je vis. Chaque jour, je me réveille et je décide. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Pas ce que Philippe veut, pas ce que les enfants attendent, pas ce que la société juge acceptable pour une femme de mon âge. Moi, ce que moi, Colette, je veux. Certains jours, je veux lire toute la journée, alors je le fais. Certains jours, je veux marcher pendant des heures, alors je le fais. Certains jours, je veux rester en pyjama et regarder la mer, alors je le fais. Personne ne me juge, personne ne me diminue, parce qu'il n'y a personne, il n'y a que moi, et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Mes enfants viennent me voir régulièrement maintenant. Antoine vient chaque mois. Nous marchons, nous parlons, nous rions. Il me dit « Maman, tu rajeunis ?» Et c'est vrai, je me sens plus jeune à 76 ans que je ne l'étais à 50. Parce que la jeunesse n'est pas une question d'âge, c'est une question de liberté. Sophie vient aussi, avec ses enfants. Elle me regarde différemment maintenant. Un jour, nous étions assises sur ce balcon. Elle buvait son café. Je buvais mon thé. Maman... Oui, je comprends maintenant. Tu comprends quoi? Pourquoi tu es partie? Elle a regardé la mer. Thomas, mon mari, il fait des petites choses, des remarques, rien de grave. Mais elle s'est arrêtée. Mais ça s'accumule? J'ai complété. Oui, et tu commences à disparaître. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Sophie, écoute-moi bien. J'ai pris ses mains dans les miennes. Tu n'es pas obligée de suivre mon chemin. Tu n'es pas obligée de rester 50 ans. Qu'est-ce que je dois faire? Parle, maintenant, tout de suite. Dis-lui ce que tu ressens. Pose tes limites. Exige le respect. Et s'il ne change pas, alors tu sauras. Et tu pourras décider. Mais ne fais pas comme moi. Ne te tais pas. Ne disparais pas. Elle a pleuré dans mes bras ce jour-là. Et j'ai compris quelque chose de précieux. Mon histoire n'était pas juste pour moi. Elle était pour toutes les femmes qui viennent après. Pour ma fille, pour mes petites filles, pour toutes celles qui pensent qu'elles doivent disparaître pour être aimées. Julien vient aussi, moins souvent, mais il vient. Notre relation est différente maintenant, plus honnête. Il m'a dit un jour « Maman, je t'ai toujours admirée, mais je ne le savais pas. Pourquoi? Parce que papa nous a appris que l'admiration, c'était pour les gens forts, ceux qui dominent, ceux qui réussissent. Et maintenant, je sais que la vraie force, c'est partir quand il le faut. C'est dire non quand tout le monde attend un oui. C'est choisir sa dignité plutôt que son confort. Nous avons pleuré ensemble, mon fils et moi. Et j'ai compris que même dans la douleur, j'avais offert quelque chose de précieux à mes enfants. La vérité. Pas l'image parfaite, pas la famille modèle, mais la vérité. Et parfois, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire. Philippe, lui, ne vient jamais. J'ai eu de ses nouvelles par les enfants. Il vit seul dans son petit appartement. Il travaille moins. Il sort peu. Il a essayé de revoir Véronique. Elle a refusé. Il a essayé de me revoir aussi. J'ai refusé. Antoine m'a dit qu'il avait changé. Il est plus calme, plus humble. Il réfléchit beaucoup. C'est bien. Tu ne veux pas lui parler? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon rôle de le guider dans sa transformation. Il doit faire ce chemin seul, comme je l'ai fait. Parfois, je pense à lui. Je me demande s'il a vraiment compris. S'il a compris que le problème n'était pas qu'il m'ait trompé, mais qu'il m'ait effacé, jour après jour, année après année, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de moi. La trahison la plus profonde n'est pas sexuelle. C'est existentiel. C'est quand quelqu'un vous regarde et ne vous voit pas. C'est quand quelqu'un vous parle et ne vous entend pas. C'est quand quelqu'un vit avec vous et ne vous connaît pas. C'est ça que Philippe m'a fait, pendant 50 ans. Et c'est pour ça que je ne peux pas revenir. Hier, j'ai reçu une lettre d'une femme que je ne connais pas. Elle s'appelle Margot. Elle a 52 ans. Madame Moreau, je ne sais pas comment j'ai trouvé votre adresse. Une amie d'une amie qui connaît votre fils. Mais j'ai entendu votre histoire, ce que vous avez fait, et je voulais vous dire merci. J'ai été mariée pendant 28 ans à un homme qui me traitait comme vous avez été traité. Pas de coups, pas de cris, juste l'effacement. Je pensais que c'était normal,
que toutes les femmes vivaient comme ça. Mais quand j'ai entendu votre histoire, j'ai compris que non. J'ai compris que j'avais le droit de partir. Hier, j'ai demandé le divorce. À cause de vous. À cause de votre courage. Merci de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard. Avec toute ma gratitude, Margot. J'ai relu cette lettre 10 fois. J'ai pleuré. Pas de tristesse, de joie. Parce que j'avais compris. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. C'est pour ça que je raconte cette histoire aujourd'hui. Pas pour me venger de Philippe. Pas pour détruire son image, mais pour montrer à toutes les femmes qui se taisent, qui s'effacent, qui disparaissent, vous avez le droit de partir, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit d'exister. On nous apprend, à nous les femmes, que l'amour c'est le sacrifice, que la bonté c'est l'oubli de soi, que la vertu c'est le silence, mais c'est faux. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. Le sacrifice sans réciprocité n'est pas de la générosité, c'est de l'exploitation. Le silence devant l'humiliation n'est pas de la sagesse, c'est de la peur. J'aurais dû partir plus tôt, j'aurais dû parler plus fort, j'aurais dû dire non dès le premier jour où Philippe m'a diminué. Mais je ne l'ai pas fait, par peur, par habitude, par éducation, parce qu'on m'avait appris qu'une bonne épouse ne fait pas de vagues. Mais aujourd'hui, je dis aux femmes qui m'écoutent, faites des vagues, soyez la tempête, secouez le bateau. Et si le bateau coule, tant pis, parce que vous saurez nager. Je termine mes cours de littérature en juillet. Mon professeur m'a dit que je pourrais enseigner si je voulais, donner des cours particuliers, partager ma passion. J'ai dit oui. À 76 ans, je recommence. Non pas où je m'étais arrêtée, mais là où j'aurais toujours dû être. La semaine dernière, je suis retournée à Paris. Pas à Neuilly, à Montmartre. J'ai retrouvé mon ancien immeuble, mon ancien balcon. Une jeune femme y habite maintenant. 25 ans peut-être. Elle arrosait ses plantes. Je suis restée en bas à la regarder. Et j'ai souri. Parce que le cercle était bouclé. La jeune Colette sur son balcon avait disparu pendant 50 ans. Mais aujourd'hui, une autre jeune femme se tenait là, avec ses rêves, ses espoirs, son avenir. Et j'espère qu'elle gardera ses rêves, qu'elle ne les abandonnera jamais pour quelqu'un d'autre, qu'elle restera elle-même, toujours. Ce matin, en me réveillant, j'ai regardé la mer. Et j'ai pensé à tout ce chemin parcouru. De la jeune institutrice de Montmartre à l'épouse effacée de Neuilly, de la femme silencieuse à la femme libérée de Nice. Ce n'était pas un chemin facile. Il y a eu des larmes, des peurs, des doutes, mais chaque pas en valait la peine. Parce qu'aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je reconnais la personne que je vois. Ce n'est plus une étrangère, ce n'est plus une ombre, c'est moi, Colette Moreau, 76 ans, libre, vivante, entière. Et si je pouvais donner un seul conseil à toutes les femmes qui m'écoutent, ce serait celui-ci. Ne vous perdez jamais pour quelqu'un d'autre. Pas pour un mari, pas pour des enfants, pas pour la paix. Parce que la paix obtenue au prix de votre existence n'est pas la paix. C'est la mort lente de l'âme. Certaines me diront « mais j'aime mon mari ». Je ne dis pas de ne pas aimer. Je dis d'aimer tout en restant vous-même. D'aimer sans disparaître. D'aimer sans vous taire. D'aimer sans vous effacer, parce que l'amour véritable ne demande jamais à quelqu'un de devenir plus petit. Il célèbre, il élève, il voit. Si votre amour vous demande de disparaître, ce n'est pas de l'amour, c'est de la domination déguisée en tendresse. Il est 9 heures du matin, le soleil est haut, la journée commence. Je vais aller marcher, puis lire, puis peut-être écrire. Oui, j'écris maintenant. Des petites choses, des pensées, des souvenirs. Peut-être un jour, elles deviendront un livre, l'histoire d'une femme qui s'est retrouvée à 75 ans. Antoine arrive cet après-midi. Nous allons dîner ensemble. Sophie m'a appelé hier. Elle va bien. Elle a parlé à Thomas. Il écoute. Ils essaient. Et Julien m'envoie des messages chaque semaine maintenant. Des petits messages simples. Je pense à toi. Je t'aime. Merci. Ma vie n'est pas parfaite. Il y a des jours difficiles, des moments de solitude, des souvenirs qui font mal. Mais c'est ma vie, pas celle de quelqu'un d'autre. La mienne, et c'est tout ce qui compte. Ce soir, je ressortirai la photo une dernière fois, celle de mes 24 ans, et je lui dirai « Nous l'avons fait. Le voyage a été long, douloureux, compliqué, mais nous l'avons fait. » Puis je l'arrangerai, parce que je n'ai plus besoin de regarder en arrière. Le présent est enfin aussi beau que le passé l'était. Si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous êtes cette femme qui se tait, qui s'efface, qui disparaît petit à petit, je veux que vous sachiez quelque chose. Il n'est jamais trop tard. J'avais 75 ans quand j'ai commencé ma vraie vie. 75 ans.
Alors vous, qui que vous soyez, quel que soit votre âge, vous avez le temps, vous avez le droit, vous avez la force. Ne laissez personne vous dire que vous êtes trop sensible, trop exigeante, trop compliquée. Ces mots sont des armes qu'on utilise pour vous faire taire, pour vous faire accepter l'inacceptable, pour vous faire croire que le problème, c'est vous. Mais ce n'est pas vous, ce n'est jamais vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Et souvenez-vous, la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Philippe a donné du mépris. Il a récolté la solitude. Moi, j'ai donné 50 ans de silence. J'ai failli y perdre mon âme. Mais aujourd'hui, je donne de l'authenticité, de la vérité, du courage, et je récolte la paix. Alors donnez ce que vous voulez recevoir. Donnez du respect, de l'amour véritable, de l'honnêteté. Et surtout, donnez-vous à vous-même ce que vous avez trop longtemps donné aux autres. Votre attention, votre compassion, votre dignité. Sur ce balcon, avec ma tasse de thé, je regarde la mer et je souris. Parce que pour la première fois de ma vie, je suis exactement où je veux être. Pas où on attend que je sois, où je veux être. Et c'est la plus grande victoire de toutes. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.